Mon père s'est moqué de moi au dîner, nous ne t'avons invité que par pitié. Ne reste pas longtemps. Ma sœur a ri, tu es un raté. Il m'avait invité au dîner du Nouvel An juste pour m'humilier. J'ai juste souri, pris une gorgée de mon verre et je suis parti discrètement. Une semaine plus latée, le chalet familial a été vendu. Les comptes joints ont été fermés. Puis les relevés bancaires ont commencé à arriver. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène à Kikar, lors d'un dîner de famille pour le Nouvel An, chez une famille aisée. Plongeons tout de suite dans cette histoire de vengeance dramatique. Avez-vous déjà eu l'impression d'être né uniquement pour faire briller le reste de votre famille? Je m'appelle Claire Holloway. J'ai 29 ans et le dernier soir de l'année, j'ai accepté une invitation à dîner que j'aurais dû jeter directement à la poubelle. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, coûteuse, à la manière vieil argent que les gens utilisent quand ils veulent que la cruauté paraisse élégante. Elle est arrivée à mon appartement à Boston, sans note manuscrite, sans chaleur, juste une carte imprimée m'invitant à un dîner du Nouvel An dans la véranda familiale au Connecticut. Je l'ai fixée longtemps, car mon corps s'en souvenait avant mon esprit. Cette maison avait le don de me sourire tout en aiguisant le couteau derrière son dos. Je me suis dit que je n'avais pas à y aller. Je me suis dit que j'étais trop occupé, trop fatigué, trop vieille pour continuer à entrer dans des pièces où l'amour s'accompagnait toujours d'une évaluation de performance. Mais ensuite, j'ai fait l'erreur que je faisais toujours avec eux, j'ai laissé survivre une petite, stupide étincelle d'espoir. Peut-être que cette fois-ci, ils voulaient juste un dîner paisible. Peut-être que cette fois-ci, je ne serais pas traité comme le défaut familial qu'on exhibait pour comparaison. Puis, je me suis souvenu d'avoir 23 ans, debout dans cette même pièce vitrée, pendant que tout le monde portait un toast à la promotion de ma sœur, et que mon père me demandait nonchalamment, devant 12 personnes. Si fouiller les papiers de personnes décédées était une vraie carrière ou un hobby dont je finirais par me lasser. J'y suis allé quand même. J'ai mis une robe noire, attaché mes cheveux et conduit dans le froid, la mâchoire serrée, avec une pensée que je ne pouvais pas chasser, s'ils m'avaient invité par pitié, alors ils avaient gravement mal jugé ce que j'étais encore capable de rapporter de cette maison. Avant de vous raconter ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois parti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment, et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Au moment où je suis entré dans la longue allée de gravier, le ciel prenait déjà cette couleur bleu foncé d'hiver, qui rend les maisons chères théâtrales. La véranda, attenante à la maison principale, ressemblait à une boîte à bijoux conçue pour impressionner les étrangers. Entièrement en verre, avec des poutres en fer et une douce lumière dorée réchauffant les rangées d'orangers en pot à l'intérieur. Elle aurait dû être belle. Pour moi, elle ressemblait à une exposition de musée pour toutes les humiliations que j'avais appris à avaler avec un maintien droit. La seconde où j'ai mis les pieds à l'intérieur, l'odeur m'a frappé en premier. Zeste d'orange, romarin, cire de bougie et la légère âcreté du bois poli. Cette odeur traînait derrière elle une centaine de mauvais souvenirs. J'ai donné mon manteau au personnel et, avant même de pouvoir m'installer complètement dans la pièce, je l'ai senti. Ce changement familier dans l'air, quand une famille décide que l'étrangère est arrivée et que la soirée peut vraiment commencer. Mon père, Richard Holloway, se tenait près du bout de la table, un verre à la main, l'air que les hommes comme lui ont toujours, quand ils ont passé toute leur vie à confondre l'autorité et le caractère. À côté de lui se tenait ma jeune sœur, Vivien, drapée de soie crème, rayonnant du genre de confiance qui ne vient que quand on n'a jamais à douter de sa place dans la pièce. Elle m'a vu en premier. Son sourire est apparu instantanément. Magnifique et venimeux. Cla, a-t-elle dit, étirant mon nom juste assez pour en faire une blague. Tu es vraiment venu. Les invitations impliquent généralement cela, dis-je, car j'avais appris il y a longtemps que dans cette famille, si tu n'arrivais pas armé de sarcasme, tu arrivais en sang. Mon père me lança un lent coup d'œil, pas grossier, pas évident. Il ne serait jamais aussi négligent, juste assez pour me rappeler que, dans son esprit, j'étais toujours en train d'être évalué. Bien, dit-il. Un instant, j'ai pensé que Boston t'avait enfin appris à éviter les situations ingagnables. C'était son don. Il ne criait jamais en premier. Il préférait la précision. Vivien rit doucement, comme si la réplique l'avait mérité. Autour d'eux, quelques-uns de leurs invités souriaient dans leur verre et feignaient de ne pas remarquer ce qui se passait. C'était une autre spécialité de la famille Holloway. La cruauté publique, adoucie par les manières privées. Le dîner était magnifiquement arrangé, bien sûr, linge blanc,
lumière des bougies reflétée dans le cristal, une longue table qui forçait tout le monde à regarder vers son centre, où mon père était assis comme s'il tenait une réunion de conseil d'administration au lieu d'un repas de fête. Je pris ma place et me forçai à inspirer lentement. Pourquoi me faisais-je encore ça? Pourquoi étais-je encore assise avec des gens qui avaient passé des années à traiter chacune de mes réussites comme une erreur administrative? Mais même en me posant la question, je connaissais la réponse. Parce que certaines blessures ne vous retiennent pas par la douleur. Elles vous retiennent par le souvenir des petites miettes d'approbation dont vous continuez à croire qu'elles pourraient revenir, si seulement vous surviviez à un dîner de plus. La première demi-heure s'écoula comme ces choses-là se déroulent toujours. Champagne, petite conversation, affection de façade. Vivien décrivit une campagne qu'elle venait de mener pour une marque de luxe bien-être, une de ces entreprises qui vendent l'insécurité dans un emballage plus joli. Mon père raconta à la table à quel point il était fier de ses intuitions, de son raffinement, de sa compréhension de la valeur. Puis, ses yeux glissèrent vers moi. « Éclair, dit-il, levant son verre. Toujours dans les archives et les greniers, a sauvé la réputation de collectionneur décédé. » Quelques personnes gloussèrent poliment. Je posai ma fourchette et rencontrai son regard. « La recherche de provenance, dis-je. Elle empêche les musées d'exposer de l'art volé et des histoires falsifiées. Alors oui, je fais toujours un vrai travail. » Vivien inclina la tête. Ça a toujours l'air noble quand tu le dis vite. Le rire, cette fois, était plus léger, plus facile. Il s'échauffait. C'est là que j'ai su, avec une clarté totale, que je n'avais pas été invité pour renouer. J'avais été invité pour compléter l'arrangement. J'étais le contraste, l'exemple à ne pas suivre, l'ombre qui faisait briller Vivien plus fort. Et le pire, c'est que sous la table, mes mains étaient froides, non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'une partie de moi détestait encore à quel point il pouvait facilement me ramener à ce vieux rôle. Pourquoi devais-je encore sourire alors que chaque nerf de mon corps voulait se lever et partir? Parce que je n'étais pas encore prête. Pas avant de savoir exactement combien il pensait encore posséder. La vraie cruauté commença avec le dessert, car mon père avait alors assez de vin dans le système pour s'amuser, et assez de public pour vouloir se produire. Une tarte au chocolat noir fut placée devant nous, et Vivien venait de finir une histoire sur un week-end privé en Vermont avec des clients, lorsque mon père se pencha en arrière sur sa chaise et me regarda directement. « Tu sais, dit-il, nous ne t'avons invité que par pitié. J'ai dit à Vivien que ça ferait mauvaise impression si nous commencions l'année sans t'inclure au moins une fois. » Le silence frappa la table en premier, vif, stupéfait, puis fut immédiatement couvert par un rire déplacé. Le genre qui se produit quand les gens ne savent pas s'ils sont autorisés à être horrifiés, alors ils se contentent d'être amusés. Vivien n'hésita pas. Elle leva son verre, souriant à l'intérieur. « Ne reste pas longtemps, dit-elle légèrement. Je sais que ce niveau de succès doit être épuisant à observer de près pour toi. » C'était ça, la réplique de l'hameçon, mais pire en personne à cause de la désinvolture avec laquelle elle l'avait prononcée. Je sentis quelque chose en moi devenir étrangement immobile, pas brisé, pas cassé, juste très, très clair. Mon père parut satisfait de lui-même. « Tu ne peux pas nous en vouloir de nous inquiéter, continua-t-il. Chaque famille a un enfant qui confond l'indépendance avec la dérive. » Cette phrase aurait pu faire mouche 1 an plus tôt, peut-être même 6 mois plus tôt. Mais j'avais passé trop de ma vie d'adulte à construire des choses discrètes, des connaissances, une propriété légale, une histoire soigneusement documentée pour laisser 2 personnes peu sûres d'elles me convaincre que j'étais l'inachevé. Alors, au lieu de grimacer, je souris. Pas chaleureusement, pas amèrement, juste assez pour faire plisser les yeux de Vivien. Ce qu'ils ne comprenaient ni l'un ni l'autre, c'est que la cabane qu'elle venait de mentionner dans le Vermont, avec désinvolture, de manière possessive, comme si elle faisait partie du package de la marque familiale, n'était pas la leur. Elle n'avait jamais vraiment été la leur. Ma grand-mère me l'avait léguée spécifiquement, et elle l'avait fait parce qu'elle savait exactement quel genre de personne était son fils et sa petite-fille quand personne ne regardait. Elle disait, la seule personne de cette famille qui connaît la valeur d'une chose est celle que personne ne prend la peine de flatter. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de livres, de tableaux et de meubles. Des années plus tard, j'ai réalisé qu'elle parlait de levier. Cette cabane était devenue une scène pour eux deux. Mon père y avait organisé des week-ends d'affaires discrets, la présentant aux investisseurs comme une extension de sa stabilité. Vivien l'avait utilisé pour des retraites privées de marquer des rassemblements d'influenceurs sur invitation seulement,
le genre qui avait l'air sans effort en ligne, mais qui cachait en dessous des crises de panique de logistique. Ni l'un ni l'autre ne payait les impôts. Ni l'un ni l'autre ne s'occupait de l'entretien. Ni l'un ni l'autre ne semblait particulièrement intéressé par le langage légal qui faisait que le lieu était le mien. Ils se souciaient seulement que je sois restée assez silencieuse pour les laisser agir comme si l'héritage fonctionnait par la personnalité. Alors, pendant qu'ils continuaient à parler, pendant que mon père comparait la véritable ambition de Vivien à ce qu'il appelait mon goût pour l'obscurité, j'ai cessé d'entendre l'insulte et j'ai commencé à entendre la preuve. Chaque remarque cinglante se mettait en place comme un fichier étant indexé. Chaque supposition qu'il faisait sur ma faiblesse devenait utile. Puis Vivien se pencha vers moi, baissant la voix juste assez pour rendre la chose pire. « Sois honnête, Claire, dit-elle. Ça ne t'embarrasse jamais ? Entrer dans des pièces comme celle-ci et savoir que tu ne seras jamais la personne que quelqu'un attend vraiment. Cela m'aurait détruite autrefois. Au lieu de cela, je la regardais et pensais, tu n'as vraiment aucune idée à quel point ta vie dépend de choses que tu n'as jamais pris la peine de comprendre. Tu serais surprise, dis-je. Mon père eut un petit rire. Ça sonne presque menaçant. Non, dis-je, levant ma cuillère et prenant enfin une bouchée de dessert. Juste observatrice. Pour la première fois de la nuit, aucun des deux ne parla immédiatement. C'était peu de choses, mais je les sentis. La première fissure, fine comme un cheveu, dans leur certitude. Et à ce moment-là, j'ai pris ma décision, pleinement, complètement, sans la douceur du doute. J'en avais fini d'être le sacrifice familial, arrangé de manière décorative au bord de la table. Si les personnes les plus proches de moi voyaient ma compétence comme une menace, alors il était peut-être temps qu'elles apprennent ce qui se passait quand cette menace cessait d'être polie. Que faites-vous quand les gens qui partagent votre sang voient votre succès non pas comme quelque chose à célébrer, mais comme quelque chose à utiliser jusqu'à ce qu'ils puissent vous humilier à nouveau? Je connaissais déjà ma réponse. Vous cessez de demander à être aimé correctement, vous commencez à fermer des portes légalement. J'ai quitté la table au moment où le café a été servi. Non pas de manière dramatique. Je n'ai pas jeté de serviette. Je n'ai pas annoncé ma douleur. Je me suis simplement levé, excusé, et je suis entré dans la bibliothèque assombrie qui reliait la véranda à la maison principale. La pièce était presque entièrement silencieuse, éclairée seulement par une paire de lampes en laiton et la lueur mourante de la cheminée. C'était la seule pièce de cette maison qui m'ait jamais semblé ne serait-ce que vaguement honnête. Peut-être parce que les livres sont moins épuisants que les gens qui ont appris à sourire tout en vous diminuant. Mon téléphone était déjà dans ma main avant que je ne m'asseye. J'ai appelé Daniel Mercé, la seule personne en dehors de ma thérapeute qui savait exactement à quel point ma relation avec cette famille était devenue compliquée. Daniel n'était pas de la famille, pas un ancien petit ami, rien de compliqué. Juste mon ami le plus proche de l'école supérieure et maintenant un avocat spécialisé dans les successions à New York, qui au fil des ans était devenu la personne en qui j'avais confiance, quand j'avais besoin à la fois de compassion et d'une clarté terrifiante. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « On dirait que tu appelles de l'intérieur d'un très cher roman policier, dit-il. »« Je suis au dîner du Nouvel An, ai-je répondu. »« Si mauvais que ça ? Ils m'ont invité pour se moquer de moi en personne. »« Alors, oui. » Sa voix s'adoucit immédiatement. « Raconte-moi. » Je l'ai fait. Pas tous les détails, juste assez. La ligne sur la pitié, le ricanement de Vivien, mon père me transformant en divertissement d'après-dîner. Quand j'ai eu fini, il y a eu un court silence sur la ligne. Puis le genre de questions prudentes que seul quelqu'un qui vous connaît vraiment peut poser. « Qu'est-ce que tu essaies de ne pas dire, Claire ?» J'ai regardé vers la fenêtre. Au-delà du verre, je pouvais voir les formes sombres des branches d'hiver nues bouger dans la nuit. « Je veux vendre la cabane, dis-je. » Là, prononcé à voix haute, cela semblait à la fois brutal et propre. Daniel ne s'est pas précipité pour remplir le silence, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles je lui fais confiance. Parce qu'elle a de la valeur, dit-il finalement. Ou parce que c'est le dernier endroit de cette famille qui te fait encore mal quand tu penses à le perdre? Cela a frappé exactement où il fallait. La cabane était le dernier endroit où j'avais été heureuse avec eux, ou peut-être plus précisément, heureuse avant de les comprendre. Ma grand-mère m'apprenait à fendre du bois d'allumage. Les matins d'été sur le quai, des livres empilés près de la fenêtre. Un monde qui m'avait semblé simple, parce qu'elle était encore en vie pour le maintenir ainsi.
La vendre signifierait couper plus qu'une propriété. Cela signifierait accepter que la nostalgie n'est pas une stratégie et que la mémoire n'est pas une défense légale. Je crois, dis-je lentement, que je suis fatigué d'utiliser le sentimentalisme pour subventionner des gens qui m'humilieraient par sport. Ça, dit Daniel, ressemble à la première chose honnête qu'on t'ait dite ce soir. Je soufflai un air qui faillit devenir un rire. Je peux le faire rapidement? Oui, dit-il, d'autant plus que c'est net. Le titre est à vous, pas partagé. Pas de complications de fiducie. La question n'est pas si vous pouvez. C'est si vous êtes prête à ce qui se passera, quand ils réaliseront que vous êtes sérieuse. Je pensais au visage de mon père, quand il avait dit qu'il m'avait invité par pitié. À l'expression de Vivien, quand elle avait demandé si j'étais gêné d'exister près d'eux. Je pense qu'ils ont confondu l'accès avec le droit depuis très longtemps. Ce n'est pas une réponse. C'en est une ce soir. Il resta silencieux un instant, puis passa en mode professionnel. Nous avons discuté de ce qui importait. L'acheteur que Daniel connaissait et qui cherchait une propriété privée dans le Vermont, sans tapage public. La possibilité d'une vente rapide, si j'étais prête à fixer un prix pour la rapidité plutôt que pour le sentiment. La question secondaire, presque aussi importante que la première, les comptes de dépenses conjoints, toujours liés à mon nom depuis des années de commodité. Les cartes que mon père et Vivien utilisaient pour les fournitures de la cabane, les services publics, les remboursements d'événements, tout cela acheminé par des structures qui le remarquaient à peine, parce que j'avais toujours nettoyé les bords. Daniel me rappela que je pouvais fermer ce qui était à moi, ne pas détruire, ne pas altérer. Fermer. Quand j'ai terminé l'appel, je suis restée assise, mon téléphone dans les deux mains, et j'ai senti le chagrin me traverser en une vague nette. Ce n'était pas le frisson de la vengeance. C'était la douleur de choisir enfin la liberté plutôt que le dernier objet qui me reliait encore à la version de la famille à laquelle j'avais voulu croire. Brûleriez-vous le dernier pont avec les gens qui vous ont blessé, si cela signifiait que vous n'auriez plus jamais à ramper pour le traverser? Je ne savais pas ce que les autres choisiraient. Je savais seulement ce que j'étais sur le point de choisir. Je me suis levé, je suis retourné à la véranda et je les ai trouvés exactement là où je les avais laissés, détendus, amusés, insouciants. Mon père a levé les yeux le premier. « Tiens, tu es là, dit-il. Nous pensions que tu avais fui. » Non, dis-je, en prenant place avec un calme qui me surprit moi-même. J'avais juste besoin d'une pièce tranquille pour prendre une décision. Vivien me lança un sourire ennuyé. Devrions-nous nous inquiéter? Je les regardai tous les deux et dis, oui. La pièce changea instantanément. Non pas parce que j'élevais la voix. Je ne le fis pas. Mais parce qu'il y a certains tons que les gens ne reconnaissent que lorsqu'ils ont passé leur vie à abuser des tons plus doux. Mon père posa son verre. Le sourire de Vivien resta en place une seconde de trop, puis s'effaça. « Qu'est-ce que cela est censé signifier exactement » demanda mon père. Je pliai ma serviette et la posai à côté de mon assiette. « Cela signifie que je vends la cabane. » Si j'avais jeté une allumette allumée sur la nappe, la réaction n'aurait pas pu être plus immédiate. Vivien inspira brusquement. Toute la posture de mon père se bloqua. Un des invités détourna même le regard, comme si le contact visuel pouvait les rendre complices. « Ce n'est pas drôle, » dit d'abord Vivien. Et ce qui me frappa le plus n'était pas la colère. C'était la peur. Je ne plaisante pas. Mon père se pencha en avant, la voix basse et dangereuse. Maintenant, cette cabane est une propriété familiale. Non, dis-je. C'est une mythologie familiale. Légalement, c'est à moi. Il ouvrit la bouche pour objecter, mais il savait mieux que ça. Il avait signé les papiers de succession. Il avait vu l'acte. Il avait juste passé des années à se comporter comme si la confiance pouvait l'emporter sur la documentation. « Tu n'oserais pas » dit-il. Cette phrase me fit presque sourire. « N'oserais pas » comme si le courage était encore la question. « Je l'ai déjà fait » répondis-je. « J'ai passé l'appel ce soir. » Vivien se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. « Claire, arrête. Arrête d'être folle pendant 5 secondes et réfléchis, cette propriété n'est pas juste un actif quelconque. Des gens y sont réservés. J'ai des clients pour le printemps. Alors peut-être, dis-je,
Auriez-vous dû y penser avant de traiter la propriétaire comme une mascotte familiale que vous pouviez humilier en public? Mon père se leva plus lentement, mais il était plus en colère que Vivien, d'une manière plus froide, ce qui signifiait plus dangereuse. Petite folle vindicative, dit-il. As-tu la moindre idée de ce dans quoi tu t'immisces? Enfin, ça y était. Pas de chagrin, pas d'indignation face à des souvenirs perdus. L'argent. Un arrangement financier, demandai-je. Son expression changea juste assez pour le confirmer. J'avais des soupçons, mais je ne savais pas. Maintenant je savais. Il utilisait la cabane comme une vitrine informelle, tout en essayant d'obtenir une nouvelle levée de fonds pour l'une de ses expansions commerciales. Pas une structure de garantie directe peut-être, mais suffisamment proche pour rendre sa perte humiliante et matériellement dommageable. Il avait bâti sa confiance autour d'un actif qu'il ne possédait pas. Très Richard Holloway. Vivien, en revanche, changea de tactique instantanément. Des larmes emplirent ses yeux si vite qu'elle méritait presque des applaudissements. Tu fais ça parce que tu nous détestes, dit-elle à voix haute. Au bénéfice de tous ceux qui écoutent. Parce que tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre heureux. Non, dis-je. Je fais ça parce que vous avez tous les deux confondu ma patience avec la permission. Elle a ri à travers ses larmes, un son cassant et incrédule. Tu penses que ça te rend puissante? Non, répondis-je. Je pense que l'autorité légale me rend puissante. Cela rend juste cela visible. Mon père frappa une main contre la table, assez fort pour faire teinter les couverts. Si tu fais ça, ne t'attends pas à faire partie de cette famille. Cela aurait fait mal, autrefois aussi. Mais les menaces perdent de leur force quand elles proposent de retirer ce qui a déjà été retenu pendant des années. Tu m'as invité ici par pitié, lui ai-je rappelé. Vivien m'a traité d'échec. Vous avez tous les deux très clairement indiqué quelle est ma place. Je suis simplement en train d'ajuster mes actifs pour correspondre à votre honnêteté. Les larmes de Vivien disparurent. À leur place, quelque chose de plus laid. Misérable, jalouse. Attention, dis-je doucement. Ou quoi? Je soutins son regard. Ou je commence à dire à voix haute pourquoi vous avez vraiment tellement besoin de cette cabane. Cela fit mouche. Son visage perdit sa couleur. Parce que contrairement à mon père, dont le besoin était lié à l'ego et à l'argent, le besoin de Vivien était plus fragile. Je savais assez, grâce à l'une de ces fuites familiales accidentelles qui se produisent quand les gens supposent que vous êtes invisible, pour comprendre qu'elle avait utilisé la cabane pour des réceptions clients non déclarées. Liées à une campagne déjà en cours de révision interne dans son entreprise. Rien de suffisamment scandaleux pour être criminel, mais largement assez compromettant pour nuire à sa carrière si la mauvaise personne commençait à se demander pourquoi certaines retraites stratégiques privées n'apparaissaient jamais dans les dossiers de dépenses officiels. Mon père se tourna vers elle, surpris. De quoi parle-t-elle? Vivien riposta, rien. Elle bluffe, mais elle ne semblait pas y croire. Je fouillai alors dans mon sac, non pour le drame, mais parce que j'avais pris une autre décision pendant que j'étais assise dans cette bibliothèque. Avant de revenir, j'avais ouvert mon téléphone, l'avais mis à enregistrer et l'avais glissé écran vers le bas dans ma pochette. Non pas parce que je prévoyais de le publier, non pas parce que j'avais besoin de contenu, mais parce qu'après des années d'être traité comme l'instable, je voulais que la vérité soit préservée, dans leur propre voix, pour une fois. Mon père s'approcha. Écoute-moi très attentivement, dit-il. Tu vas appeler qui tu as appelé, et tu vas arrêter ça ce soir. Non. Vivien contourna la table, non plus en pleurs, furieuse. Sais-tu ce que les gens diront quand ils apprendront que tu as vendu la cabane de grand-mère à des étrangers? Comprends-tu à quel point cela te rend dégoûtante? Je me levai aussi. Cela dépend de qui raconte l'histoire en premier. Ses yeux se posèrent involontairement sur mon sac. Bien. Laisse-la se poser des questions. Le ton de mon père devint glacial. Si tu pars d'ici avec ce plan, je m'assurerai que tu n'utilises plus jamais le nom, les contacts ou le soutien de cette famille. J'ai failli rire de lui à ce moment-là, un homme si habitué à la déférence héritée, qu'il croyait encore que l'exil fonctionnait comme une punition pour des gens qui avaient déjà survécu à la négligence. Tu peux garder le nom, dis-je. Je garderai l'acte. Puis, j'ai ramassé mon manteau et je les ai laissés là, lui enragé, elle en pleine déroute,
tous deux comprenant enfin que la personne qu'ils avaient invitée pour humilier avait passé toute la soirée à mesurer précisément l'étendue des dégâts que leur mépris avait laissés à découvert. L'hameçon qu'ils pensaient avoir sur moi était l'amour. Le véritable hameçon avait toujours été la paperasserie. Les 7 jours suivants furent la semaine la plus nette de ma vie d'adulte. Émotionnellement brutale et logistiquement efficace. C'était la seule façon pour moi de les supporter. Le matin après le dîner, j'ai rencontré l'acheteur de Daniel par appel vidéo, une romancière veuve nommée Eleanor Price, 62 ans, pragmatique, indifférente à la mythologie de la famille Holloway. Et plus intéressée par le fait de savoir si le lac gelait proprement en janvier que par tout discours sentimental que j'aurais pu prononcer. Elle voulait une propriété de retraite depuis des années, un endroit assez privé pour écrire et assez proche de la ville en cas d'urgence. Elle aimait le mur de la bibliothèque, le quai, l'ancienne cheminée en pierre. Elle ne se souciait pas du nom que le lieu portait autrefois. Je l'ai aimé instantanément pour cela seulement. Nous avons agi rapidement. Prix fixé pour la discrétion. L'inspection fut levée, sauf pour l'essentiel, car elle achetait la propriété, pas le fantasme. Chaque document envoyé par Daniel ressemblait à une lame coupant à travers de vieilles illusions. Confirmation de titre, accord de vente, répartition fiscale, calendrier de transfert. J'ai signé électroniquement depuis mon appartement à Boston avec une tasse de café à mon coude et la photographie de ma grand-mère posée face cachée sur le bureau, car je ne pouvais pas la regarder pendant que je le faisais. Non pas parce que j'avais honte, mais parce qu'elle me manquait trop. Chaque fois que je signais, un souvenir remontait. L'été sur le quai, lisant près du poêle. Vivien, 16 ans, ricanant parce que grand-mère me faisait confiance avec les clés et pas elle. Mon père appelant la propriété et la cabane familiale en public, tout en me rappelant en privé de ne pas être difficile chaque fois que je questionnais à quel point il l'utilisait pour des réceptions professionnelles. Une signature pour chaque compromis que j'avais pris pour la paix. Et puis il y avait les comptes. C'est la partie que les étrangers comprennent toujours mal dans des histoires comme celle-ci. Ils imaginent la vengeance comme un acte dramatique. En réalité, le pouvoir le plus profond réside généralement dans des structures administratives que personne de glamour ne prend la peine d'apprendre. Au fil des ans, parce que la cabane était légalement à moi, et parce que mon père et Vivien trouvaient toutes les tâches administratives en dessous d'eux, divers comptes de dépenses et lignes de remboursement étaient restés liés à des entités sous mon autorité. Prélèvements automatiques des services publics, honoraires d'entretien, cartes de dépôt pour événements, un compte de commodité familiale partagé, créé à l'origine pour simplifier les dépenses de la propriété, qui s'était progressivement métastasé en un système de soutien caché pour leurs habitudes. Ils supposaient que c'était permanent, car je ne les avais jamais forcés à le remarquer. Je n'ai pas touché à un sou qui n'était pas le mien. Je n'ai rien falsifié. J'ai simplement fermé ce que j'avais l'autorité légale de fermer en premier, le compte de dépenses partagé de la cabane, puis les cartes de crédit liées autorisées sous celui-ci, puis la carte de remboursement que Vivien utilisait pour la préparation des réceptions. Puis la ligne de réserve dans laquelle mon père puisait quand les factures des fournisseurs dépassaient ses liquidités. Chaque fermeture a déclenché des notifications que la banque enverrait en son temps. Chaque fermeture signifiait qu'il n'y aurait plus de coussin invisible entre leur mode de vie et ses conséquences. Daniel m'a conseillé de tout garder immaculé. Pas de théâtre, a-t-il dit. Laissez les institutions parler. Il avait raison. Le 4e jour, la vente a été officiellement finalisée. Le 5e jour, le produit de la vente est arrivé. Je suis resté là, fixant le chiffre sur mon compte, et n'ai ressenti aucun du triomphe que les gens imaginent que l'argent apporte dans des moments comme celui-ci. Ce que j'ai ressenti était plus léger et plus étrange, l'absence de peur. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait aucun actif hérité qui me liait à leur accès. Aucun lieu familial que je devais préserver, tout en étant moqué par les gens qui l'utilisaient. Aucun futur week-end où l'on s'attendrait à ce que j'arrive, sourie, subventionne et parte. Le 6e jour, j'ai appris autre chose qui a rendu le tout encore plus piquant. Par le biais d'un donateur de musée qui connaissait quelqu'un dans le cercle de Vivien, les personnes riches bavardent avec une efficacité étonnante. J'ai appris que Vivien s'était discrètement démené pour expliquer à un client important pourquoi un lieu de retraite stratégique privé dans le Vermont, qu'elle avait présenté comme un avantage, était soudainement indisponible. Pire encore, l'un des acheteurs que mon père courtisait pour un partenariat avait posé des questions sur un week-end d'été à la cabane, supposant qu'il faisait partie du package de style de vie que Richard avait implicitement associé à son entreprise.
Cette possibilité était désormais écartée. Non pas parce que je l'avais exposé publiquement, mais parce qu'il avait bâti une stabilité perçue sur une propriété qu'il ne possédait pas. Telle était la véritable leçon de la semaine. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais mon nom de l'échafaudage. Le 7e jour, je savais que les premiers relevés et avis arriveraient. Confirmation de clôture de compte. Des signalements de retard de paiement, qui n'étaient plus amortis par des virements de réserve. Des hypothèses inversées. La phrase « leur argent était parti » n'était pas entièrement littérale. Bien sûr, ils avaient encore de l'argent. Ce qui était parti, c'était la structure cachée qui les faisait se sentir plus riches, plus sûrs et plus en contrôle qu'ils ne l'étaient réellement. Et le plus satisfaisant, c'est qu'ils savaient que quelque chose se passait, mais pas tout. Mon père a appelé 3 fois. Vivien a appelé 9 fois. Les messages vocaux allaient des menaces au marchandage, en passant par une indignation soigneusement formulée, déguisée en inquiétude. J'ai tout enregistré. Je n'ai répondu à aucun. Certaines personnes pensent que la vengeance est bruyante. Ma préférée est administrative. Elle arrive dans des enveloppes blanches, des notifications bancaires, et la prise de conscience naissante que la personne que vous traitiez comme une note de bas de page était en fait votre tampon contre la réalité. Tout au long, les relevés bancaires commencèrent à arriver un mardi. Mon père appela d'abord à 7h12, ce qui me dit 2 choses immédiatement. Il avait vu les avis lui-même, et pour une fois, il n'avait pas pu enfouir la panique sous une journée de fausse contenance. Je laissai les 2 premiers appels sur le répondeur. Au 3e, j'ai répondu. « Que as-tu fait » demanda-t-il sans salutation, sans hésitation, sans même faire semblant que c'était un malentendu. Je me tenais dans ma cuisine, regardant le matin gris de Boston et me versais du café avant de répondre. « Bonjour à toi aussi. Ne joue pas avec moi, Claire. Le compte de dépenses du Vermont est fermé. La ligne de réserve a disparu. 2 cartes ont été résiliées. Les relevés indiquent des soldes impayés qui auraient dû être couverts il y a des jours. Que as-tu fait » Je pris une gorgée. J'ai fermé les comptes liés à une propriété que j'ai vendue. Il retint son souffle une seconde. Alors tu l'as vendue ? Oui. Espèce de stupide vindicative. Il se coupa. Probablement parce que la colère ne fonctionnait pas et qu'il le savait. Claire, écoute attentivement. Cette vente doit être annulée. Les ventes ne fonctionnent pas comme ça. Tu as endommagé une activité commerciale en cours. Non, dis-je. C'est toi qui as fait ça, quand tu as construit des attentes commerciales sur ma propriété. Le silence sur la ligne, cette fois, était plein de rage, trop dense pour les mots. Puis il baissa la voix. Comprends-tu ce que tu m'as coûté ? Voilà encore. Non pas ce que j'avais coûté à la famille. Non pas ce que j'avais fait à la mémoire ou à l'héritage. Lui. Plus que tu n'avais prévu de m'admettre, apparemment. Il explosa alors. Accusation, déloyauté, folie. Une dernière phrase qui sonnait presque théâtrale dans son désespoir, tu mourras seul si c'est comme ça que tu traites ton propre sang. C'était toujours l'arme finale dans les familles comme la mienne. Pas la raison, pas la responsabilisation, mais la peur de l'abandon, la malédiction qu'il jette sur l'enfant qui cesse enfin de se porter volontaire pour être consommé. J'ai attendu qu'il finisse et j'ai dit très doucement, alors au moins, je mourrai avec mon nom effacé de tes papiers. J'ai raccroché. Vivien est arrivé 2 heures plus tard en personne, parce que bien sûr, elle l'a fait. Elle n'a jamais fait confiance à la distance pour accomplir le travail de manipulation, quand la beauté et la performance pouvaient encore y parvenir en direct. Elle avait l'air anéantie, d'une manière soignée, cheveux parfaits, visage pâle, lunettes de soleil trop grandes, fureur vibrant juste sous la surface. Je l'ai laissée entrer dans le hall de mon immeuble, mais pas dans mon appartement. Tu as tout ruiné, dit-elle dès que les portes se sont refermées derrière elle. Bonjour, Vivien. Ne fais pas ça. Elle s'approcha. Sais-tu ce qui a atterri sur mon bureau aujourd'hui ? Des annulations de remboursement, des fermetures de comptes, des questions sur des dépenses d'hospitalité antérieures. Mon cabinet demande déjà pourquoi j'ai utilisé un lieu privé qui n'est plus disponible via des liens familiaux. Comprends-tu à quoi cela ressemble ? À quoi ? À une professionnelle qui aurait dû documenter ses arrangements plus soigneusement. Sa bouche se crispa.
Tu trouves ça drôle? Non, je pense que c'est attendu. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me gifler. Au lieu de cela, elle a ri, mais cela a résonné d'un son craqué et laid. Tu as toujours voulu ça, nous voir tomber. C'était le mensonge dont elle avait le plus besoin. Parce que si j'avais toujours voulu ça, alors elle n'avait pas à admettre qu'elle avait bâti son sentiment de supériorité sur ma complaisance. Non, dis-je, je voulais une famille qui ne m'invitait pas à dîner par pitié. Elle a d'abord détourné le regard. Puis elle a tenté une dernière tactique. Les larmes. Pas bruyantes, pas dramatiques, juste assez de brillant dans les yeux pour suggérer la sororité, la perte, le regret. Claire, dit-elle doucement. Nous avons grandi là-bas. Moi aussi. C'était ta grand-mère. Et elle me l'a laissé. Tu ne peux pas remplacer ce que cela signifiait. Tu as raison, dis-je. C'est pourquoi cela importait que vous me traitiez toutes les deux comme de la boue, tout en l'utilisant. Elle déglutit. Que veux-tu de nous? La vérité me surprit même par sa rapidité. Rien. C'est le point, parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas à propos du soulagement. Le pouvoir final n'est pas de les faire ramper. C'est de ne plus avoir besoin des excuses pour avancer. Elle me fixa longuement, et dans ce regard, je vis enfin ce que j'avais voulu voir des années plus tôt. Non pas du remords exactement, mais l'effondrement de la certitude. Elle avait vraiment cru que j'allais continuer à tout absorber, les moqueries, l'administration, le coup, le mythe familial. Et maintenant, elle se tenait devant moi, élégante et effrayée. Réalisant qu'une semaine avait suffi pour que son monde révèle à quel point il reposait sur la sœur qu'elle appelait un échec. Mon cabinet pourrait me virer, murmura-t-elle. Je la regardais et pensais au dîner, à son rire, au mot « tu es un échec ». Alors peut-être, dis-je, auriez-vous dû apprendre plus tôt à ne pas confondre la dépendance avec la supériorité. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Nous restâmes là en silence un instant de plus. Puis, je fis une dernière chose. Non pas cruelle, juste précise. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture du fichier audio que j'avais enregistré cette nuit-là dans la véranda, et je l'ai tenu de manière à ce que seule elle puisse l'entendre. Sa propre voix claire comme du verre. Nous ne t'avons invité que par pitié. La menace de mon père, sa panique, toute la petite scène pourrie. Son visage devint blanc comme un linge. Tu nous as enregistrés? J'ai documenté mon environnement de prise de décision. C'est ignoble. Non, dis-je, c'est prudent. J'ai arrêté l'audio et j'ai remis le téléphone dans ma poche de manteau. Si l'un de vous deux continue à me menacer, ajoutai-je, je deviendrai beaucoup moins sentimental en matière de vie privée. Cela a suffi. Non pas parce que j'avais l'intention de publier quoi que ce soit, mais parce qu'elle a enfin compris que l'ère où j'étais la cible sans défense de la famille était terminée. Elle partit sans un mot de plus. Plus tard ce soir-là, alors que la ville s'assombrissait et que mon appartement retrouvait son calme, je me suis assise près de la fenêtre, une couverture sur les épaules, et j'ai regardé l'email confirmant la répartition finale de la vente. La cabane était partie. Les comptes étaient fermés. Les relevés étaient arrivés. Leur argent n'était pas vraiment parti. Pas chaque dollar. Mais la stabilité empruntée, l'accès caché, la confiance qu'il portait comme un héritage, tout cela était parti. Et c'était suffisant. Mon père m'a invité à dîner juste pour se moquer de moi. Une semaine plus tard, la cabane familiale était vendue, les comptes joints étaient fermés, et les relevés bancaires commençaient à arriver. Il voulait me faire croire que j'étais l'échec de la famille. Ce qu'il n'avait jamais compris, c'est que j'avais été la seule raison pour laquelle leur version du succès avait tenu aussi longtemps. Alors, dites-moi. Quand la famille ne vous aime que tant que vous êtes utile, appelez-vous cela toujours de la loyauté si vous partez? Ou appelez-vous cela enfin la liberté? Ce qui m'a le plus frappé dans cette histoire, c'est que la trahison la plus profonde ne venait pas d'étrangers, mais des personnes qui auraient dû protéger Claire le plus. Sa réponse n'a pas été une colère imprudente, mais un respect de soi réfléchi et délibéré, ce qui a rendu la fin encore plus puissante. Je pense que c'est ce qui reste en mémoire. Et vous? Si votre propre famille continuait à vous humilier, partiriez-vous discrètement, ou leur feriez-vous face aux conséquences?